Pour l'anniversaire de ma mère, tout semblait normal. Puis, ma fille de 10 ans m'a appelé. Au téléphone. Sors. Maintenant. J'ai demandé ce qui se passait. Sa voix tremblait. Sors de la maison. J'ai obéi. 3 mois plus tard, ils me suppliaient de leur pardonner. C'était juste un anniversaire banal avec des gâteaux et des serviettes en papier. Ma mère avait fait ce gâteau aux fruits qu'elle fait toujours quand elle veut faire croire qu'elle n'a pas fait trop d'efforts. Mais qui reste meilleur que les autres. Mon père racontait une de ses histoires habituelles sur comme la vie était dure avant. Ma sœur Bianca avait apporté des ballons et faisait comme si elle n'avait pas passé la matinée à crier sur ses enfants. En d'autres mots, tout paraissait normal. Le genre de normalité qu'on ne remarque plus quand on y vit. Les mêmes odeurs, les mêmes voix, les mêmes rythmes, quelques rires, quelques plaintes. Ma fille Freya était partie quelque part jouer ou lire. Il y avait des petits gâteaux, du vin pas cher et de la musique en fond. Pas de drame, pas de cris, aucune tension perceptible dans l'air. Je ne réfléchissais même pas, j'étais juste là, je me laissais porter, je gardais la tête baissée et la bouche fermée comme on m'avait appris à faire. Reste légère. Ne parle pas des sujets sensibles. Souris comme si tu n'étais pas fatigué. Fais semblant, regarde en arrière. Maintenant, j'aimerais me secouer. Comment j'ai pu ne rien sentir? Comment je ne me suis pas rendu compte que quelque chose n'allait pas, mais je ne l'ai pas vu? En fait, je pensais peut-être que les choses s'amélioraient, que peut-être on avait tous atteint une forme de paix. Je me suis même surprise à sourire 1 ou 2 fois, et c'est là que mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti de ma poche et j'ai cligné des yeux devant l'écran. Ma fille appelait. C'était bizarre. En général, elle venait me voir seulement si elle avait besoin de quelque chose. J'ai regardé autour, je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle était en haut dans le jardin. J'ai répondu, « Allô, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix m'a frappé comme un coup de poing. Sors. Maintenant. J'ai arrêté de bouger. La pièce ne s'est pas arrêtée, mais moi oui, comme si l'air avait changé. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Sors juste de la maison, s'il te plaît, tout de suite. Sa voix tremblait. Elle chuchotait. Elle avait l'air apeurée. Je me suis levé lentement. Mon esprit s'est vidé, puis rempli de bruit. Que se passe-t-il? Quelqu'un était blessé? Quelqu'un était tombé? Il y avait quelqu'un dans la maison. Je n'ai rien demandé. De plus. Je suis juste sorti par la porte d'entrée. Pas un mot à personne, pas un regard vers la table des apéritifs, ni vers le sourire éclatant de ma mère, pas un coup d'œil à mes chaussures. J'ai juste bougé comme si mon corps avait pris le contrôle, comme si je me voyais marcher de l'extérieur. Quand je suis sorti, l'air était encore chaud. Le jardin sentait l'herbe fraîchement coupée. Le parfum bon marché. Et elle était là, debout près de l'entrée avec un sac à dos sur une épaule, ses yeux fixés dans les miens. Elle ne pleurait pas, elle ne bougeait pas non plus. Pendant une seconde, mon cœur s'est arrêté. Il s'est vraiment arrêté. Puis tout a repris d'un coup. J'ai couru vers elle. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? On peut partir? Elle a dit. Je ne veux pas parler ici. Monte juste dans la voiture. Je l'ai regardé, ses mains. Son visage, la façon dont elle serrait les sangles de son sac. Elle n'avait pas l'air blessée, mais elle avait un regard vide. Mais quelqu'un t'a crié dessus, ai-je demandé. Quelqu'un a dit quelque chose? Non, dit-elle, pas exactement. Juste s'il te plaît, partons. J'ai hoché la tête. Ma voix ne fonctionnait plus. Je me suis juste tourné, j'ai déverrouillé la voiture. Et je suis monté. On est parti en silence. Pas vite, pas de manière dramatique, on a juste disparu. Personne ne nous a vu partir. Ou si c'était le cas. Personne ne nous a arrêtés. Elle regardait par la fenêtre. Je gardais mes mains bien fermes sur le volant. Mon cerveau essayait de remplir les vides qu'il ne pouvait pas. Est-ce que j'avais entendu quelque chose? Est-ce que quelqu'un avait été blessé? Est-ce qu'on l'avait menacé?
Est-ce que c'était un des autres enfants? Est-ce que c'était ma mère? Mon père? Tout était possible. Chaque idée était pire que la précédente. Je voulais poser plus de questions. Je ne l'ai pas fait. On est arrivé sur un parking à côté d'un vieux centre de jardinage à quelques rues. C'était fermé. Calme. J'ai coupé le moteur. On est resté assises là. C'est bon, ai-je dit. Enfin, doucement. On est seul. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Elle regardait toujours droit devant. Après un moment, elle a dit, je ne veux plus y retourner. Ni chez mamie, ni chez papy, ni dans cette maison. Plus jamais. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait l'air des poumons. Sa voix n'était pas en colère ni dramatique. Elle était plate, honnête. La façon dont on dit quelque chose quand on a déjà pris la décision et qu'on l'a répété dans sa tête pendant des heures avant de la dire à voix haute. Je ne comprends pas, ai-je dit doucement. Je pensais que tout allait bien. Que s'est-il passé? Elle a juste secoué la tête. S'il te plaît, ne me force pas à y retourner. Je suis resté là, à regarder le volant, essayant que mon cerveau comprenne, essayant de relier les points alors que je n'avais même pas vu la carte. Je ne le ferai pas, ai-je dit enfin. Je ne te ramènerai pas là-bas. Et c'est tout. Elle n'a pas expliqué. Je n'ai pas insisté. On est juste resté assis en silence. Moi me demandant comment j'avais pu rater ce qu'elle avait vu. Elle essayant de rester forte en silence sur le siège passager. Je revivais la journée dans ma tête, repassant tout. Chaque regard, chaque commentaire, chaque moment perdu et je n'avais rien. C'est ça qui me faisait le plus peur. Je ne l'ai pas vu venir. Je vivais dans cette maison. Je connaissais ces gens. Je croyais les connaître et elle avait vu quelque chose qui l'avait poussé à fuir. Et je n'oublierai jamais le son de sa voix au téléphone, comme si sa vie en dépendait, comme si la mienne aussi en dépendait. Mais avant tout ça, il y avait toute une vie qui nous avait menés jusqu'ici. J'étais l'aîné de 2 sœurs. On pourrait croire que ça vient avec de l'autorité, du leadership. Peut-être même un peu de favoritisme, mais pas dans ma famille. Dans ma famille, être l'aîné voulait dire être le cobaye, l'enfant du genre voyons ce que ça donne si on fait ça. Quand j'ai eu 15 ans et que j'ai trouvé un job à la boulangerie du coin, mes parents ont applaudi comme si on m'avait nommé chevalier. Pas parce qu'ils étaient fiers, mais parce que je pouvais enfin aider à payer les factures. Tout le monde contribue dans cette maison, disait ma mère en ignorant mes protestations quand je voulais m'acheter un jean. À 16 ans, je donnais la moitié de mon salaire et je faisais des shifts le week-end que personne ne me demandait. Je me disais que c'était noble, orienté famille, peut-être même mature. Puis ma sœur a eu le même âge, pas de job, pas de pression, jamais mention de contribution. Elle pouvait dormir tard et aller au centre commercial avec ses copines pendant que moi j'étais jusqu'au coude dans le liquide vaisselle et les heures sup. J'ai demandé une fois gentiment à ma mère pourquoi c'était comme ça. Elle a dit simplement. Elle n'est pas faite comme toi, comme si j'étais une machine de série et que ma sœur était une poupée de porcelaine. Alors j'ai fermé ma bouche. Je ne voulais pas être méchante, je ne voulais pas créer de problème. Et puis, ça allait pour moi, j'avais des projets, j'avais un avenir. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis mariée jeune, probablement trop jeune, mais je pensais être heureuse. Mon mari. Vincent était charmant de cette façon passive et tranquille qui te fait croire qu'il est facile à vivre. Ce n'était pas le cas. Je travaillais beaucoup. J'avais un bon travail. Plus que bon. De longues heures, un bon salaire, une solide réputation. Vincent travaillait à temps partiel. Il disait qu'il voulait passer plus de temps avec Freya. Il disait que j'étais meilleur dans la carrière de toute façon et à ce moment-là. Ça m'allait. Je ne posais pas de questions. Je ne me rendais pas compte à quelle vitesse le déséquilibre pouvait devenir normal. Puis, les choses ont changé. D'abord lentement. Il est devenu irritable, fermé. Il réagissait de plus en plus souvent.
sa présence donnait l'impression de marcher sur du verre fissuré. Rien n'était encore cassé, mais on le sentait à chaque pas. Et ce n'était pas seulement avec moi, ça touchait aussi notre fille. Pas de coups, pas de bleus, mais des cris, des portes claquées, de longs silences. Des menaces chuchotées assez bas pour pouvoir les nier après. La goutte d'eau, ça a été la bouteille. Il l'a lancée à travers la pièce, sans toucher personne. Il a dit qu'il ne voulait pas le faire, mais notre fille était dans le couloir quand elle s'est brisée. Elle a sursauté si fort qu'elle a fait tomber sa tasse, et quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas attendu de voir ce qui se passerait après. J'ai fait une valise, j'ai pris ma fille et je suis parti. Je suis retourné au seul endroit que je ne pensais plus jamais devoir retrouver, chez moi. Sauf que ce n'était plus vraiment chez moi. Mes parents nous ont accueillis, techniquement, mais c'était clair dès le début que ça avait un prix. En rentrant, j'ai quitté mon travail. Je ne pouvais pas continuer avec ce rythme en tant que mère célibataire. Pas avec les audiences au tribunal, les séances de thérapie, les sorties d'école. Et une enfant qui sursautait au moindre bruit. Et dans mon secteur, les postes à temps partiel sont aussi rares que les licornes. J'ai accepté un boulot flexible et honteusement mal payé. Assez pour survivre, pas pour vivre. Et clairement pas assez pour faire vivre quelqu'un d'autre. Ce qui posait problème, parce que pendant des années, j'avais été la poule aux œufs d'or. Quand je gagnais encore bien ma vie, j'envoyais de l'argent à mes parents tous les mois. Je payais les grosses factures, et je gérais les petites sans qu'ils le demandent. J'ai même payé leurs vacances tout compris au Portugal il y a 2 étés. Ils en parlent encore comme si c'était le plus beau moment de leur vie. Alors quand les virements ont cessé, leur style de vie a été affecté. Subtilement, mais clairement. Ils n'étaient pas contents. Pas directement, mais dans les petits gestes. Ma mère soupirait en regardant les tickets de caisse. Mon père parlait de la facture d'eau 2 fois par semaine. Et tout à coup, ils oubliaient de m'ajouter au groupe de discussion familiale. La maison était pleine. Ma sœur, son mari et leurs 2 enfants y vivaient aussi. Les gamins étaient comme des ratons laveurs sous caféine, sans aucun volume de contrôle. Ils vivaient là sans vraiment payer de loyer. Mes parents les gâtaient, les nourrissaient, les gardaient, en parlaient fièrement. Alors je me suis dit, si elle peut rester ici avec son cirque, moi aussi je peux, non? Mais ce n'était pas pareil. Dès le premier jour, j'ai senti que quelque chose avait changé. Les dessins de ma fille ne restaient jamais plus d'1 jour sur le frigo. On lui retirait son assiette avant qu'elle ait fini. Une fois, on l'a grondée parce qu'elle parlait trop, alors qu'elle riait juste devant un dessin animé. Il y avait des regards. Pas de tout le monde, mais assez. Elle l'a remarqué, elle aussi. Bien sûr. Elle a arrêté de descendre. Elle restait collée à moi. Elle m'a demandé si bientôt, on pourrait avoir notre propre endroit. Je lui ai dit oui, que c'était temporaire, que la famille est là pour aider. J'y croyais. Jusqu'au jour où elle m'a appelé et m'a dit de sortir de la maison. On s'est assise dans la voiture, garée sous un petit arbre triste, dans un coin calme. Mes mains étaient sur le volant, mais je n'allais nulle part. J'ai fini par parler. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Elle n'a pas hésité. Pas cette fois. Mamie, papy, et tante Bianca ne veulent pas que je reste là. Elle a dit qu'il parlait. Elle était dans la salle de bain. Il ne savait pas qu'elle pouvait entendre. Je regardais devant moi. Je la laissais parler. Ils ont dit qu'ils allaient me renvoyer chez papa. Qu'avec lui, ce serait mieux. Qu'il préparait quelque chose. Elle le disait comme si c'était juste une information. Comme la météo. Pas personnel. Je ne veux pas y aller, ajouta-t-elle, toujours en regardant par la fenêtre. Je ne veux pas être près de lui. Je n'ai rien dit. Elle avait entendu un plan pour la renvoyer vers l'homme dont je l'avais protégée. Et moi je n'avais rien vu. Quand j'étais petite, je croyais que la trahison ferait du bruit. Comme quelqu'un qui crierait, surprise, avec un couteau à la main. Mais non. C'était plus silencieux. Parfois, ça se cache dans le carrelage d'une salle de bain, ça chuchote à travers des murs fins. Parfois, ce sont ceux qui t'ont élevé qui murmurent ça. Je les regardais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle n'a pas cligné des yeux. Ils prévoient que tu perdes ma garde. Ils ont dit ça dans la cuisine. Moi j'étais dans la salle de bain. Ils ne savaient pas que j'entendais.
J'ai attendu, en alerte. Ils ont dit que tu allais perdre ma garde de toute façon. Qu'ils pouvaient accélérer les choses. Que papa s'occuperait mieux de moi. Et si je retournais chez lui? Alors tu pourrais retourner à ton ancien boulot. Et recommencer à les aider. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Ils ont dit que tu serais mieux comme ça. Elle a fait une pause. Ils ont dit qu'ils pouvaient cacher quelque chose dans tes affaires. Peut-être de la drogue, pour que ça ait l'air grave. Et ensuite appeler les services sociaux. Silence. Ils veulent me piéger? Elle a juste hoché la tête. Ses lèvres étaient tellement serrées qu'elles étaient devenues blanches. Tu es sûr? Ils l'ont dit, maman. Ils ont tout dit. Que je suis trop. Que je parle tout le temps. Que la maison est pleine. Et qu'avant, c'était mieux. Ils ont dit que tu ne sers plus à rien. Et que papa a toujours été le meilleur père. J'ai senti que quelque chose changeait. Pas cassé, pas brisé, juste changé. Elle a dit. Alors j'ai pris ce que je pouvais. Je suis parti. Je t'ai appelé. J'ai regardé son petit sac à dos sur le plancher de la voiture. Elle avait pensé à prendre mon chargeur. J'ai failli craquer. Mais j'ai tourné la clé et j'ai conduit. Je ne suis pas retourné. Pas pour des vêtements. Pas pour des explications. Pas même pour ma brosse à dents. J'ai conduit directement chez Cri. Cri et moi sommes amis depuis nos 10 ans. On n'est jamais sortis ensemble, on n'a jamais essayé. Juste un de ces rares amis hommes. Un vrai copain platoniquement parfait. Toujours là, discret. Et qui a toujours un tube de dentifrice de secours. Il a ouvert la porte avec un café à la main et une seule chaussette. Il faut que je reste ici, j'ai dit. Il m'a regardé, puis a regardé ma fille, et s'est écarté sans poser de questions. Voilà pourquoi ils suivent encore ma vie. Cette nuit-là, on a dormi sur son canapé. Freya s'est collée à moi, trop silencieuse pour une enfant. J'ai regardé le plafond. Comptant les tours du ventilateur. Et essayant de ne pas hurler. Mon téléphone a vibré 17 fois. Je ne l'ai même pas regardé une seule fois. Le matin suivant, j'ai essayé de faire semblant que tout allait bien. Je me suis brossé les cheveux. J'ai trouvé 2 chaussettes qui allaient presque ensemble. J'ai préparé le déjeuner de ma fille et j'ai glissé une serviette avec un dessin raté d'un chat. Je l'ai embrassée sur la joue et j'ai dit, « Tu es courageuse. » Elle a hoché la tête, sans sourire. Juste du courage pur. On est allé à l'école. Et ils étaient là. Bien sûr. Mes parents devant la porte, comme des mafieux. Mais avec des sacs en toile. Et cette fausse politesse tendue qu'ont les gens quand ils s'apprêtent à dire quelque chose d'horrible. Ma fille s'est figée. C'est bon, j'ai dit. Vas-y. Je m'en charge. Elle a couru. Moi, j'ai affronté l'ennemi. Où étais-tu? A lancé ma mère. Pas de bonjour, pas de câlin, pas d'excuses. Je crois que vous le savez déjà, ai-je dit. On a appelé toute la nuit, ajouta mon père. Tu as disparu avec elle. Je n'ai pas disparu, ai-je répondu. J'ai sorti ma fille d'un endroit où des gens complotaient pour détruire ma vie. Ma mère a cligné des yeux. Pardon? Je n'ai pas bougé. Elle vous a entendu dans la cuisine en train d'exposer votre petit plan pour la garde. C'est ridicule, a-t-elle dit vite. Elle a du mal comprendre. Elle a mal compris le moment où vous avez parlé de me cacher de la drogue? Sa bouche s'est ouverte. Puis refermée. Un rouge est monté le long de son cou. On parlait juste en théorie, a-t-elle murmuré. Tu es stressé. Tu as quitté ton travail. Le combat pour la garde est compliqué. On essayait juste. Je l'ai interrompu. Vous essayez? Pendant que vous planifiez mon échec. Parce que vos week-ends sont moins relax. Ce n'est pas juste, dit mon père. On t'a aidé. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vous m'avez hébergé. Après que j'ai payé vos factures pendant des années. Après que je vous ai payé une semaine au Portugal. Et acheté votre machine à expresso. Les yeux de ma mère se sont plissés. Donc maintenant c'est une histoire d'argent? C'est une question de loyauté. J'ai dit que vous m'avez vendu pour de meilleures vacances. On voulait juste le mieux pour elle, a dit mon père.
Tu es toujours en train de te disputer. Il a toujours été si bon avec elle. Il a lancé une bouteille contre le mur pendant qu'elle était dans la pièce, ai-je lâché. Ce n'était pas un père, c'était une menace. Et vous le saviez? Ma mère a croisé les bras. Tu es trop émotive. Tu dramatises. C'est fini, ai-je dit. J'en ai fini de vous laisser déformer la vérité. Vous avez essayé de détruire mon dossier pour la garde. Ils ont essayé de m'effacer comme mère pour pouvoir retrouver leur petit confort. Silence. Je les ai regardés. Vous voulez du confort? Vous allez l'avoir. À partir de maintenant, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Pas un centime, pas une visite, pas la moindre miette de moi. Ne sois pas dramatique, a dit mon père. Je me suis retourné. Vous n'avez encore rien vu de dramatique. Et je suis parti. Ce soir-là, Cri m'a trouvé dans sa cuisine. Les bras autour d'une tasse de thé que je n'avais même pas touchée. Ça va, a-t-il demandé gentiment. Non, j'ai dit. Mais au moins, je sais où j'en suis. Ma fille est sortie en pyjama, tenant dans sa main la serviette avec le dessin maladroit d'un chat. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté de moi et a posé sa tête sur mon bras. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je n'étais pas détruite. Mais parce que j'étais trop fatiguée pour pleurer. J'avais perdu mes parents. Ou peut-être que j'avais enfin accepté qu'ils n'avaient jamais vraiment été à moi. Ce que je n'avais pas perdu, c'était assis à côté de moi. Et je brûlerais le monde entier avant de laisser quelqu'un me l'enlever à nouveau. On pourrait croire qu'après tout ce que j'avais déjà vécu, j'aurais appris à me détendre quand tout devenait calme. Mais non. J'ai découvert que le silence, c'est juste la trahison qui reprend son souffle. Des semaines sont passées sans nouvelles de mes parents. Pas de messages, pas de menaces, pas même un cousin bizarre qui appelle pour prendre des nouvelles. Juste du calme. Cri appelait ça de la paix. Moi, je trouvais ça louche. Freya allait mieux, doucement. Elle dormait à nouveau, elle mangeait à nouveau. Elle avait commencé à dessiner ses bandes dessinées bizarres. Avec des loups qui se battaient contre des serpents. Je ne posais pas de questions, parce qu'elle finissait tout avec le loup. Qui gagnait et se blottissait dans une tanière avec son petit. C'était suffisant pour moi. Je vivais toujours chez Cri. Je dis, toujours, comme si j'avais un bail en attente et qu'il me restait juste à le signer. Mais non. Je n'avais rien de prêt. Et Cri, que Dieu le bénisse, n'avait pas laissé entendre une seule fois qu'on restait trop longtemps. Il faisait des crêpes pour Freya, du café pour moi. Et disait des choses comme « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Et j'ai commencé à croire qu'il le pensait vraiment. Puis est arrivée l'offre d'emploi. Flexible, bien payée. Et je n'avais pas à vendre mon âme ni à abandonner ma fille juste pour pouvoir m'acheter du fromage. Je n'ai pas pleuré en l'obtenant. Mais je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai ri jusqu'à en tousser. Ce travail, c'était le premier morceau de mon ancienne vie, la bonne partie, qui revenait vers moi. Alors bien sûr, c'est là que j'ai vu les photos. Je n'étais même pas en train de fouiller. J'ai ouvert Instagram pour voir si l'école de Freya avait posté quelque chose sur l'expo d'art. Et voilà, mes parents sur une plage avec Vincent. Vincent, cramé par le soleil, souriant comme s'il connaissait le juge personnellement. Bianca aussi était là, avec un air supérieur de chat mouillé. Tenant une noix de coco comme si c'était une preuve recevable au tribunal. La légende disait, la famille avant tout. Tellement fier du père qu'il est pour notre petite fille. Je n'ai pas fait tomber mon téléphone. Je l'ai juste regardé. Puis j'ai tourné l'écran vers Cri et j'ai dit. Bon, ça explique pourquoi ils étaient si silencieux. Ils bronzent leur trahison. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il m'a donné un cookie. C'est pour ça que je l'aime. 2 jours plus tard. Les services de protection de l'enfance sont venus. Ils ont frappé à 9h du matin, un jeudi. J'ai ouvert la porte à moitié habillé. Freya se brossait les dents. Et Cri était au fond en train d'essayer de réparer un robinet qui fuyait avec la plus petite clé à molette du monde. Bon, on a reçu un signalement, dit la femme avec une chemise cartonnée à la main. Sa collègue juste derrière elle, scrutant le couloir comme si on cachait de la drogue dans un pot de fleurs. Je n'avais pas besoin de demander qui avait signalé. Mais je l'ai fait quand même. Ce sont vos parents,
dit-elle. Bien sûr. Ils ont dit que j'avais enlevé Freya. Que j'étais instable. Que je n'avais pas de domicile fixe. Et que j'impliquais des hommes étrangers dans les soins de ma fille. Ce qui, je suppose, voulait dire cri. Qui était dans la cuisine à verser du jus dans une tasse en forme de corne de licorne. Ils ont inspecté les chambres. Posé des questions à Freya. Regardé dans le frigo. Rien trouvé. Et dit qu'ils ne nous recontacteraient que si besoin. Je les ai remerciés avec la chaleur d'un sandwich froid. Puis je suis allé vomir dans la salle de bain. Le lendemain, j'étais assise face à mon avocat pendant qu'il picorait une salade. En disant des choses comme « C'est sérieux, Vanessa ». « Tu m'étonnes », ai-je murmuré. Il a expliqué que si mes parents témoignaient en faveur de Vincent dans le procès pour la garde, ça ferait mal. Ce sont des proches. Ils te connaissent bien. S'ils dressent un portrait de quelqu'un d'instable, ça aura du poids. Je l'ai regardé le mec qui portait une cravate avec des flamants roses lors d'une médiation. Et j'ai demandé. Tu crois que je vais perdre? Il a soupiré. Non. Si elle parle. Ce soir-là, Freya m'a demandé si elle allait devoir parler au tribunal. J'ai dit oui, si elle voulait rester avec moi. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste dit « d'accord » et a recommencé à dessiner sa BD avec les loups. Dans celle-là, les serpents portaient des perruques de grand-mère. La salle d'audience sentait le désodorisant et le mensonge. Vincent est arrivé dans un costume si rigide qu'on aurait dit que c'était lui qu'on avait mis dedans. Mes parents sont entrés derrière lui. Se sont assis derrière sa chaise comme s'il lui appartenait maintenant. Bianca ne m'a même pas regardé. Freya s'est assise à côté de moi, les jambes qui tremblaient. Cri m'a fait un petit sourire et s'est installé derrière, comme une ombre fidèle. Le premier jour a été brutal. Mes parents ont témoigné, disant que j'étais instable, trop émotive. Ma mère a dit que j'étais trop sensible depuis toujours. Mon père hochait la tête comme s'il participait à un documentaire, comment détruire sa fille au tribunal. Bianca a répété la même chose. Vincent était un père merveilleux. Il restait à la maison. Il s'occupait de Freya. Il était toujours patient. J'ai eu envie de me lever et de hurler. Alors pourquoi je l'ai quitté, bordel? Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, les ongles dans la paume de ma main. Pendant qu'il décrivait une version de moi que je ne reconnaissais pas. Et puis ce fut au tour de Freya. Elle est montée comme si c'était une présentation à l'école. Elle a regardé le juge, pas son père. Je veux vivre avec ma maman, a-t-elle dit. Là elle m'écoute. Elle me fait me sentir en sécurité. Elle ne m'a jamais crié dessus. Ils ont demandé à propos de Vincent. Elle a hésité. Puis elle a dit. Il se met en colère. Il lance des choses. Une fois, il a lancé une bouteille. Ça m'a fait peur. Silence. Et puis elle a dit. Je ne veux pas vivre avec lui. Je ne me sens pas en sécurité. Ils ont demandé si quelqu'un d'autre lui avait déjà fait sentir mal à l'aise. Ma mamie et ma tante ont dit qu'elles voulaient que j'aille vivre avec lui. Qu'elles allaient faire en sorte que maman me perde. Elles ont dit qu'elles allaient mettre des trucs dans son sac pour lui créer des problèmes. Silence de mort. Je ne pleurais pas. Je ne pouvais pas pleurer. C'était comme si j'étais enfermé dans le vide. Et ça aurait dû suffire. Mais l'univers n'en avait pas fini. Pendant la pause, Vincent s'est approché de ma mère. Ils se disputaient. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Mais j'ai vu ses gestes. Sa main a saisi son poignet brutalement. Elle l'a retiré d'un coup. Mon père est intervenu. Vincent est parti, furieux. Ce fut la dernière fois qu'ils se sont approchés de lui. Ils ne sont pas revenus au tribunal. Mon avocat m'a dit plus tard qu'ils avaient retiré leur témoignage. Et que maintenant, on avait assez. On est retourné devant le juge. Mon avocat est entré en mode feu. Il a exposé toutes les traces d'argent, la voiture, les vacances. Les biens non déclarés que Vincent avait cachés pendant le divorce. Tout était là. Reçu, virement. Il avait acheté leur loyauté. Et quand l'argent s'est arrêté, eux aussi. La juge a statué en ma faveur. J'ai obtenu la garde complète. Pas de visite, pas de contact.
Vincent est sorti de la salle rouge et en sueur. Mes parents ne sont même pas venus. La semaine suivante, leurs photos de vacances ont disparu des réseaux sociaux. La voiture aussi. Le clinquant s'est évaporé. Cri m'a montré une capture d'écran d'une des publications de ma mère avant qu'elle la supprime. Parfois, la famille est la leçon la plus dure. J'ai ri. J'ai ri pour de vrai. Avançons d'un an. Je me réveille encore parfois en m'attendant à une guerre. Mais ensuite, je regarde et je vois Cri ronfler sur un oreiller, et Freya blottie de l'autre côté avec sa peluche de loup. Et je me rappelle qu'on va bien maintenant. Cri et moi, on a fini ensemble. Et ça me surprend encore. Pendant longtemps, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je le connaissais depuis qu'on était enfant, à l'époque où il mangeait des crayons. Et jurais qu'il allait devenir pompier-prêtre scientifique en grandissant. Je crois que je l'avais classé dans la catégorie ami pour toujours et joli grec avait laissé. Il m'a avoué un soir autour de toast brûlés et de vin goût lave-vaisselle qu'il avait été amoureux de moi depuis des années. Mais qu'il n'avait jamais rien dit, parce qu'il ne voulait pas gâcher ce qu'on avait. Puis, quelque chose a changé. Peut-être la façon dont il a tenu la main de Freya au tribunal. Ou le fait qu'il n'a jamais essayé de me réparer. Il est juste resté à côté de moi pendant que je m'écroulais et que je me reconstruisais. Peut-être que c'était juste le bon moment. Peut-être que c'était tout ça à la fois. Tout ce que je sais, c'est qu'un soir, il m'a embrassé, et que je l'ai embrassé aussi. Et soudain, le monde entier avait un peu plus de sens. Il est bon avec moi. Mieux que je pensais que c'était possible. Freya l'adore. Il construit des châteaux en carton avec elle. Il écoute ses théories sur les loups comme si c'était la parole de Dieu. Et il la laisse gagner à Mario Kart exactement une fois sur deux. L'autre jour, elle lui a dit. Je suis contente que tu fasses partie de notre meute. Il a pleuré dans le couloir. Il le nie, mais je l'ai vu. Il y a eu une tentative de réconciliation de mes parents. Ils sont apparus à la porte un samedi matin avec des pancakes. Des pancakes littéraux. Comme si l'odeur de la trahison se mélangeait bien avec du sirop d'érable. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas vraiment qui était Vincent. Et qu'on pourrait peut-être passer à autre chose. Je n'ai même pas eu à répondre. Cri est apparu dans le couloir, les a regardés droit dans les yeux et a dit. Il faut que vous partiez. Maintenant. Freya a passé la tête et a hoché la tête en soutien. Ils sont partis. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. D'après les rumeurs, les choses ne vont pas bien pour eux. Financièrement, c'est la galère. Certains amis, des proches, ont coupé les ponts. Après avoir appris ce qu'ils avaient tenté de faire. Apparemment, essayer de piéger ta fille juste pour récupérer une nounou gratuite et un budget vacances. Ça ne passe pas super bien au club de bridge. Moi, je vais bien. Même mieux que bien. J'ai un travail stable que j'aime. Une fille qui rit dans son sommeil. Et un compagnon qui me fait me sentir en sécurité. D'une manière que je ne savais même pas nécessaire. Ce n'est pas Tapa accent Graveleuil. Ce n'est pas parfait. Mais c'est à moi. Et je me battrai comme une furie pour le garder. Histoire 2 titre. Lors d'un dîner de famille, ma mère souriait. Mon père faisait un toast. Ma sœur consultait son téléphone. Puis, ma fille m'a glissé un mot sous la table. Il disait, appelle le 911. Elle avait l'air pâle. Je n'ai pas paniqué. Je l'ai fait. 17 minutes plus tard, ce sont mes parents qui paniquaient. J'avais conduit 2 heures pour venir. Je pensais être une bonne mère. Une bonne fille. Tout était censé être un dîner tranquille dans le refuge de campagne familiale. Ce qui est un mot très généreux pour décrire une maison qui sentait le moisi. Au plafond bas, aux murs trop fins, et où tout grinçait. Tu vois le genre. Le genre de maison où ta nièce se souvient plus des carreaux de la salle de bain que du coucher de soleil. Bref, mes parents avaient invité Freya, ma fille, à passer quelques semaines avec eux. Juste après sa remise de diplôme. Ils disaient qu'elle était pâle, qu'elle avait besoin de repos. Qu'elle leur manquait. Et moi, idiote que je suis, je les ai crus. Freya était silencieuse depuis la mort d'Henri, mon oncle, son grand-oncle. C'était comme un grand-père pour elle. Pas de femme, pas d'enfant. Juste un vieux monsieur au cœur tendre et une maison calme pleine de petits trains en bois. Sa mort l'avait bouleversée.
Elle ne répondait pas beaucoup au téléphone. Mais quand j'arrivais à la joindre, elle avait juste l'air fatiguée. Pas apeurée. Fatiguée, je pouvais gérer. Fatiguée, ça se répare. Alors j'ai demandé si je pouvais venir passer une nuit. Ils n'étaient pas ravis, mais ils ont dit oui. Je vais dire quelque chose de bête maintenant. Je ne pensais pas qu'il y avait un problème. Quand je suis arrivé, ils ont souri. Ma mère m'a prise dans ses bras. Mon père a fait une blague sur le vin que j'avais apporté, disant qu'il était enfin buvable cette fois. Tout le monde a ri. Ma sœur a salué depuis la cuisine. Ils avaient même allumé des bougies sur le porche. Comme si on était dans un Airbnb bien noté. Et Freya était là. Elle souriait, plus ou moins. Elle avait l'air plus maigre, plus pâle que d'habitude. Ses yeux étaient gonflés comme si elle avait pleuré. Mais elle a souri en me voyant. Elle s'est levée et m'a fait un câlin. Juste assez long pour me faire douter. Le genre de câlin qui dit « Le Dieu merci tu es là ». Mais sans vouloir que ça se voie. Alors je n'ai rien dit. Je lui ai juste serré la main et demandé « Ça va ?» Elle a hoché la tête. Le dîner a commencé. Burger, salade de pommes de terre. Des tranches de tomates qui avaient sûrement été coupées avec une cuillère. Tout le monde parlait comme si c'était une soirée normale. Mon père a raconté une histoire sur un accident en voiturette de golf. Ma mère remplissait sans arrêt les verres avec du vin en cubi. En disant, juste un filet. Alors qu'elle versait une demi-tasse. Ma sœur tapotait sur son téléphone sous la table. L'homme en face de moi, un ami de la famille, me souriait. Chaque fois que je croisais son regard, je lui rendais son sourire. Parce qu'on apprend aux femmes, dès la naissance, à sourire. Quand un homme nous regarde. Je ne me souvenais pas de son nom. Je ne me souvenais même pas qu'on me l'ait dit un jour. Et c'est là que c'est arrivé. Juste quand mon père levait son verre pour porter un toast. Un truc sur l'air frais, la famille, et qu'on devrait faire ça plus souvent. J'ai senti une main effleurer mon genou sous la table. Freya était assise à côté de moi. Elle a glissé quelque chose sur mes genoux. Un petit bout de papier déchiré. Pris sur un bloc-notes du genre que ma mère garde près du téléphone fixe. Pour les listes de courses et les rappels passifs-agressifs sur le recyclage. J'ai baissé les yeux et je l'ai ouvert. 2 mots, en majuscule, appelle le 911. Pas de point d'exclamation. Aucune explication. Juste ça. Je me suis figé. Freya regardait toujours droit devant. Pas vers moi. Fixant le centre de la table, comme si de rien n'était. Mais j'ai vu sa main trembler. Sa jambe bougeait sous la table. Ma gorge s'est asséchée. Ma mère s'est tournée vers moi. Tout va bien, ma chérie? J'ai replié le papier sans broncher. Et je l'ai glissé sous ma cuisse. Oui, ai-je dit en forçant un sourire. C'est juste que la salade de pommes de terre est un peu lourde. Ils ont ri. Mon père a fait une blague sur mon estomac de citadine. Et j'ai ri aussi. Mais je ne sentais plus mes mains. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? J'ai regardé Freya à nouveau. Elle ne m'a pas regardé en retour. Elle avait la mâchoire serrée, les yeux vitreux. Elle plaisantait? Non. Elle ne plaisantait pas. Pourquoi ne pas me le dire à voix haute? Parce qu'elle avait peur. C'est pour ça qu'elle avait besoin de sortir d'ici. J'ai raclé ma gorge. Ça vous dérange si j'utilise la salle de bain? Ma mère a pointé le couloir. Bien sûr, ma chérie. Je me suis levé avec mon sac à main. Au cas où. Au cas où quoi? Je ne le savais pas encore. Mais quelque chose dans mon ventre s'était glacé. Le couloir était étroit. La porte des toilettes coinçait à mi-chemin, comme toujours. Je l'ai verrouillée derrière moi. Et je me suis assise sur la lunette fermée des toilettes. Comme si j'allais vomir. J'ai sorti mon téléphone. Ma main tremblait tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour le déverrouiller. Je n'ai pas appelé mon mari. Je n'ai pas envoyé de message à un ami. Je suis allé directement au 911. L'opératrice a décroché en moins de 5 secondes. Service d'urgence. Quelle est votre adresse? Je lui ai donné l'adresse. Ma voix s'est brisée au milieu du nom de la rue. Je ne sais pas ce qui se passe,
elle chuchotait. Ma fille m'a donné un mot sous la table. Il disait, appelle le 911. Elle avait l'air effrayée. Elle restait ici, chez mes parents. Moi, je ne faisais que visiter. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je croyais qu'elle était en danger. S'il vous plaît. L'opérateur m'a posé quelques questions. Non. Combien de personnes dans la maison? Est-ce que quelqu'un était blessé? Je ne sais pas, ai-je répété. Mais je crois qu'elle a essayé de me dire quelque chose. Elle a l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Quelque chose ne va pas. Ils m'ont promis que quelqu'un était déjà en route. J'ai raccroché. Je suis resté immobile. J'ai essayé de respirer. Et maintenant j'avais un nouveau problème. Je devais sortir, retourner à cette table avec ces gens. Qui étaient soit complètement innocents, soit autre chose. J'étais parano où ma fille venait de me passer le message le plus terrifiant de sa vie. Et maintenant je devais attendre. Je ne me souviens pas avoir déverrouillé la porte des toilettes. Ni être retourné à table. Ni comment j'ai réussi à m'asseoir sans m'évanouir. Mais je me souviens du verre de vin que j'avais encore à la main. Je ne l'ai pas bu. Je le tenais comme un accessoire. Parce que si je le posais, j'avais peur que mes mains trahissent. Ce qui se passait vraiment sous la surface. Ma fille venait de me donner un mot disant. Appelle le 911. Et je l'avais fait. Ils étaient en route. Mais maintenant j'étais coincé à cette table. Avec 4 personnes qui souriaient. Et faisaient passer la salade comme si on n'était pas dans un film d'horreur au ralenti. Un de ces vieux dîners de famille qui commence avec un toast. Et se termine avec quelqu'un qui saigne sur la nappe. J'ai ri à une blague. Aucune idée de laquelle. J'ai continué à rire, à hocher la tête, à sourire. Parce que c'est ce que font les femmes quand elles ont peur. C'est ce que font les filles quand leurs parents les regardent droit dans les yeux et disent que tout va bien. C'est ce que font les mères quand leur fille est en danger. Mais qu'elles ne savent ni comment ni à cause de qui. Et quelque part entre ce rire forcé et le bourdonnement dans mes oreilles. Mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours quand je suis au bord. Il a reculé. Parce que tout ça, ce n'était pas nouveau. Non. J'ai passé toute ma vie à venir dans cet endroit. Celui dans lequel on est assis maintenant. Celui qui sent le moisi, la cire à bois, et le café brûlé. Mes parents l'avaient acheté quand j'avais 4 ans. Ma sœur sortait à peine des couches. Je me souviens encore du coup de soleil que j'ai eu le premier été ici. Et de la façon dont ma mère m'a reproché de ne pas avoir mis la crème comme il faut. Comme si c'était ma faute. Elle l'a dit doucement, bien sûr. Elle disait toujours les choses doucement. Ce n'était pas le genre de parents à crier. Ça aurait été trop évident. Ils étaient plus froids que ça. Polis. Détachés. Presque formels. Si on leur demandait, ils diraient qu'ils ont tout bien fait. On avait à manger, on avait des vêtements. Ils venaient à nos spectacles d'école. Ils applaudissaient. Ils souriaient. Ma mère préparait même nos déjeuners sans croûte. Dans des boîtes codées par couleur. Avec des petits mots pliés en deux comme des mini-contrats. Sois gentille. Prends de bonnes décisions. Avec amour, maman. Ce que personne ne voyait, c'était le silence derrière la porte quand on rentrait à la maison. L'affection qui n'arrivait que quand ma sœur entrait dans la pièce. Moi, je passais ma vie à essayer de gagner quelque chose. Qui ne m'a jamais vraiment appartenu. Ma sœur, elle, pouvait juste exister. Elle pouvait renverser du jus, pleurer pour un dessin animé, casser des trucs. Eux, ils riaient. Ils l'appelaient le sotte, ils nettoyaient. Moi, je ramenais des vins à vin. Je proposais de faire la vaisselle. Et je montais des chorégraphies entières dans le salon à 7 ans. Juste pour qu'ils me regardent. Ils regardaient. Puis ils me demandaient d'arrêter. Parce que je faisais trop de bruit. Et je sais ce que ça donne l'air d'être. Mesquin, immature. Comme une histoire de jalousie d'une gamine qui n'a pas eu assez de câlins. Mais voilà la vérité. Quand tu grandis dans une maison comme ça, l'absence d'amour ne ressemble pas à de la violence. Elle ressemble à de la précision. Il faisait tout bien, sauf ressentir quelque chose de vrai pour moi. À un moment, peut-être à 12 ans, peut-être à 15. J'ai arrêté d'essayer. Je me souviens m'être assise sur le porche.
Un soir, après une fête d'anniversaire où ils avaient oublié les bougies. Et pensé. Peut-être qu'on ne peut pas forcer les gens à t'aimer. Peut-être que c'est juste leur manière d'être parents. Et une fois que j'ai accepté ça, j'ai arrêté d'attendre de la chaleur. J'ai arrêté d'en avoir besoin. Plus ou moins. Quand je suis tombé enceinte de Freya, j'avais 20 ans. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui compte ici, c'est ça. Quand elle est née, je me suis promis qu'elle ne se sentirait jamais comme moi. Qu'elle ne se demanderait jamais si elle était aimée. Qu'elle n'aurait jamais à mériter sa place dans ma vie. Et j'ai tenu cette promesse. Mes parents, pour être juste, étaient vaguement intéressés. Au début. Quand Freya était bébé. Ils ont acheté des peluches. Envoyé quelques cartes. Demandé comment elle allait. Mais le vieux schéma a vite refait surface. Ce même désintérêt poli. L'affection qui apparaissait uniquement quand ça les faisait bien paraître. Les offres de babysitting qui finissaient en annulation de dernière minute. Les messages où on est très occupé, envoyés après les anniversaires. Je n'ai jamais dit à Freya qu'il ne l'aimait pas. Je ne me suis jamais mise en travers de leur relation. Je pensais que s'ils voulaient un lien avec leur petite fille, je ne les empêcherais pas. Ce n'était pas de mauvaises personnes, je me disais. Juste limitées. Émotionnellement sous-développées. Mais elle s'en est rendue compte. Les enfants s'en rendent toujours compte. Il y avait des week-ends où on faisait 2 heures de route jusqu'ici. Et elle apportait son sac rempli de matériel de dessin, de goûter. Et le dernier livre qu'elle voulait montrer à mamie. Et eux, ils hochaient vaguement la tête et retournaient lire leur journal. Alors j'ai laissé faire. Parce qu'il ne lui faisait pas de mal, pas vraiment. Il ne faisait rien de mal, hein. Mais la seule personne qui ne l'a jamais déçu. Même une seule fois. C'était l'oncle Henri, le frère aîné de ma mère. Il n'avait jamais eu d'enfant, jamais été marié. Il avait perdu l'amour de sa vie à 30 ans. Et ne s'en était jamais remis. Il vivait discrètement. Tenait une entreprise qui a bien marché. A pris sa retraite tôt. A voyagé. A fait des dons à des causes discrètes. Il m'envoyait des livres avec des notes écrites dans les marges. Un jour, il m'a même posté une paire de gants que j'avais dit aimer 2 ans plus tôt. Avec le ticket encore plié dedans. Quand Freya est née. Quelque chose s'est illuminé en lui. Il la tenait comme un trésor. Il est venu avec des contes en italien. Et une chouette en bois sculptée d'un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Il n'a jamais raté un anniversaire. Jamais oublié une pièce de théâtre. Il l'appelait le petit miracle surnaturel. Et elle l'aimait de tout son cœur. Pour la première fois dans sa vie, peut-être dans la mienne aussi. Quelqu'un la regardait comme si elle était suffisante. Juste comme elle était. Elle s'endormait sur son épaule. Elle disait qu'il sentait la cannelle, le café et la sécurité. Il est mort il y a 3 semaines. Paisiblement, dans son sommeil. Une fin tranquille, comme sa vie. Mais Freya n'a pas bien pris ça. Elle s'est fermée complètement. Elle ne sortait plus du lit. Elle ne parlait plus. Elle ne mangeait plus. Je croyais que le deuil venait par vagues. Pour elle, c'était un blackout. Tout à la fois. Plus d'air, plus de lumière, plus de rivage. Puis l'invitation est arrivée. Mes parents ont appelé. Ils ont dit que Freya pouvait venir à la maison de campagne. Celle où on est maintenant. Ils ont dit que l'air frais l'aiderait. Que la famille, ça ferait du bien. Et que Dieu me pardonne. J'y ai cru. Alors je l'ai laissée partir. 2 semaines. Elle est restée ici. J'appelais. Parfois elle répondait. Elle avait toujours l'air fatiguée. Elle disait qu'elle allait bien. Et je l'ai cru. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce sourire qui n'allait pas jusqu'aux yeux. Jusqu'à ce silence dans ses épaules. Jusqu'à ce mot dans ma main. 2 mots. Appel le 911. La sonnette a retenti 15 minutes après mon appel. J'étais de retour à table. Assis sur un coussin trop mince sur une chaise aussi dure qu'un banc à clous. Mon ventre me faisait si mal que je pensais avoir l'appendicite. Ou peut-être que Dieu me punissait d'avoir fait confiance à des gens qui portent des cardigans en été. Quand on a frappé à la porte. Je suis resté figé. Et tous les autres aussi.
Mon père s'est arrêté au milieu de sa phrase. Ma mère a incliné la tête, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Ma sœur a regardé vers la porte, comme si elle n'était pas sûre que ce soit réel. Freya n'a pas bougé. Elle n'a même pas cligné des yeux. Je me suis levé. J'ouvre, ai-je dit, comme si on n'avait pas tous entendu ce bruit d'autorité sur le perron. L'homme, l'ami de la famille à qui on ne m'avait jamais officiellement présenté, s'est levé aussi. À moitié seulement. Comme s'il ne savait pas s'il devait intervenir ou juste regarder. Moi, je marchais déjà. J'ai ouvert la porte. 2 agents, un homme et une femme, sans le moindre sourire. Des radios sur leurs épaules, qui grésillaient faiblement. Madame, dit l'agent masculin. Nous avons reçu un appel depuis cette adresse. C'est moi qui ai appelé, ai-je dit, d'une voix trop aiguë. J'ai avalé ma salive. C'est ma fille. Elle m'a donné un mot. Elle m'a dit d'appeler le 911. Elle est ici. Quelque chose ne va pas. Là, elle ne le dira pas à voix haute. Mais je sais que quelque chose ne va pas. Ils ont hoché la tête, sans poser de questions, sans hausser les sourcils. Juste un mouvement rapide et professionnel. L'agente m'a demandé si elle pouvait parler à Freya seule. Je me suis écarté, j'ai désigné la table. Là, elle est là-bas. L'agent masculin m'a demandé de parler dehors. Je l'ai suivi en refermant la porte derrière moi. Comme si je pouvais enfermer la panique qui me remplissait la poitrine. Et j'ai attendu. Ils sont restés à l'intérieur pendant 7 minutes. Je le sais parce que j'ai vérifié mon téléphone 12 fois. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Je suis resté là, sur le porche, à regarder la brise danser dans les roses fanées du jardin. Je pensais à l'oncle Henri. Aux mots. À la façon dont ma mère souriait trop vite. Au thé toujours servi dans la même tasse ébréchée, celle que Freya ne finissait jamais. Quand la porte s'est rouverte, je me suis retourné. Freya était debout, à côté de l'agente. Ses mains tremblaient. Son visage était blanc comme de la craie. Mais elle parlait. Enfin, elle parlait. L'agent masculin m'a fait signe d'approcher. Je suis arrivé jusqu'au seuil de la porte. Et c'est là que je l'ai entendu. L'oncle Henri m'a tout légué, a dit Freya. Sa voix n'était pas forte. Mais elle était claire. Ils ont juste dit que j'avais besoin de repos. Que je faisais mon deuil. Et puis, ils ont commencé à vouloir me faire signer des choses. J'ai cligné des yeux. Quel genre de choses, a demandé l'agente. Je ne sais pas. Des papiers. Une décharge de responsabilité, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Mais mon nom était dessus. Et elle a pointé du doigt. L'avocat, cet homme. Il était censé être l'avocat de l'oncle Henri. Mais il ne m'a jamais appelé, seulement eux. Il est venu ici. Il a dit que c'était juste pour simplifier les choses. L'agente a hoché la tête. Freya a continué, la voix brisée. J'ai dit non. Je ne voulais rien signer. J'ai demandé du temps. J'ai demandé un appel. Mais ils m'ont pris mon téléphone. Ils ont dit que c'était pour ma santé mentale, que je leur serais reconnaissante plus tard. Et là, elle a lâché la bombe. Je crois qu'ils m'ont drogué. La pièce a changé. Même les murs ont semblé reculer d'un pas. Les 2 agents ont échangé un regard. Puis l'agent masculin est sorti dans le couloir. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des voix basses. Des pas. Ils ont ramené mes parents. Puis Astrid. Puis l'avocat. Un par un. Maintenant, ils étaient tous dans la pièce. Et plus personne ne souriait. Ma mère s'est levée. C'est ridicule. Elle fait son deuil. Mon père a levé les mains comme un prêcheur. Vous devez comprendre. On essayait d'aider. Là, elle est parano, a dit ma sœur. Là, elle ne va pas bien depuis l'enterrement. L'avocat, lui, n'a rien dit. L'agente a dit. Nous allons devoir perquisitionner la maison. Ma mère a ri. Un rire comme du verre qui se brise. Vous n'êtes pas sérieux. Sur quelle base? Son imagination? On a un signalement. Et maintenant une déposition. On a un motif raisonnable. Les agents ont demandé à tout le monde de rester où ils étaient. Ils ont appelé du renfort.
J'ai tout vu depuis le seuil de la porte. Comme si je n'en faisais pas partie. Comme si j'étais une étrangère qui regardait un documentaire. Sur une famille qui avait viré au cauchemar. Ils ont fouillé la cuisine d'abord. Ça a pris 15 minutes. Quand ils sont revenus, l'agent tenait un sac plastique. À l'intérieur, des comprimés blancs, petits, ronds. Pas de boîte. Pas d'étiquette. Juste rangés dans un tiroir. Sous une pile de coupons découpés. L'agent masculin a appelé par radio pour demander un test rapide. Puis ils sont allés dans la chambre d'amis et celle de l'avocat. C'est là qu'ils ont trouvé les documents non signés. Le nom de Freya était bien visible sur chaque page. Bénéficiaire. Renonciation de droit. Abandon d'héritage. Tout était tapé, agrafé, propre. Prêt à être signé. Mais sa signature n'y était pas. Et ensuite, le sous-sol. Je n'y étais jamais descendu. Mes parents disaient toujours que c'était pour le stockage. Il s'est avéré que, stockage, voulait dire une chambre aménagée. Avec un lit, une table de chevet, une pile de couvertures pliées. C'était propre. Presque accueillant. Si on ne regardait pas de trop près. Mais il y avait un verrou à l'extérieur de la porte. Et une fenêtre étroite qui ne s'ouvrait pas. Et il y avait les affaires de Freya. Sa veste. Une paire de chaussettes. Un carnet à moitié rempli. Son collier est celui que l'oncle Henri lui avait offert pour ses 16 ans. Posé soigneusement sur la table. Comme si elle devait s'y installer. Mais il manquait une chose, son téléphone. Ils l'ont trouvé à l'étage. Verrouillé dans un placard de la buanderie. Avec son portefeuille. Confisqué pour son bien-être, avait dit ma mère. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je crois que j'étais trop sous le choc. Les agents n'ont pas demandé d'explication. Ils n'en avaient pas besoin. L'avocat a été sorti le premier. Menotté. Le visage impassible. Mes parents ont suivi. Puis ma sœur, la dernière. Aucun d'eux ne m'a regardé. Je suis resté avec Freya. Je ne l'ai pas lâché une seule seconde. Quand l'ambulance est arrivée pour vérifier ses signes vitaux. Je suis monté avec elle. Je me suis assise à ses côtés tout le temps. Elle avait l'air si petite. Recroquevillée dans ce sweat à capuche trop grand. Si fatiguée. Je lui ai repoussé les cheveux du front et j'ai demandé doucement. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle n'a pas ouvert les yeux. Je ne pensais pas que tu me croirais. Et c'est ça qui a fait le plus mal. Parce qu'à un moment, ma fille avait appris la même leçon que moi. Quand les gens sont calmes, polis, raisonnables, le monde est un peu trop lent à croire ce qui se passe derrière les portes fermées. Mais cette fois, quelqu'un l'a cru. Si tu n'as jamais dû cacher ta panique sous des sourires forcés pendant que ta fille expose une conspiration criminelle autour d'une table, je ne te le recommande pas. Vraiment pas. Mais tu sais ce qui est pire? Quand ils sont libérés. Mes parents. Ma sœur. L'avocat. Tous libérés sous caution. En attente de procès. Un crime non violent, qu'ils ont dit. Pas de préjudice confirmé. Pas d'antécédent. Coopératif lors de l'arrestation. Bien sûr. Ma fille a été droguée. Isolée. Manipulée émotionnellement par sa propre famille. Mais bon, traitons-les comme s'ils avaient juste oublié de rendre un livre à la bibliothèque. Freya n'a pas dormi pendant 3 nuits. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle refusait d'être seule dans une pièce, même lumière allumée. Elle demandait sans cesse si on était vraiment en sécurité maintenant. S'ils allaient revenir. Comme si tout ça n'était qu'un malentendu. Qu'on pouvait résoudre avec un gratin. Je ne lui ai pas dit à quel point ce risque était réel. Mais j'ai commencé à fermer à clé toutes les portes. Toutes les fenêtres. Même la salle de bain. Parce que je connais ma famille. Et ils détestent perdre. C'est arrivé un mardi. J'étais allé en ville pour quelques heures. À un rendez-vous client que je ne pouvais pas repousser. Freya m'avait assuré qu'elle allait bien. Elle a dit qu'elle resterait à la maison. Qu'elle lirait peut-être. Qu'elle mangerait peut-être un peu. J'ai failli annuler. Mais bien sûr, j'y suis allé. Et bien sûr, ils sont venus. Quand je suis rentré.
Freya était assise sur le sol du salon. Genoux contre la poitrine. Le téléphone sur les genoux. Le visage pâle. Et ils sont venus, a-t-elle dit. Pas de préambule. Pas de bonjour. Juste ça. Je suis resté figé. Et qui ça? Elle n'a pas levé les yeux. Tout le monde. Mamie. Papy. Astrid. J'ai laissé tomber mon sac. Je me suis assise à côté d'elle. Ça va? Ils t'ont touché? Ils t'ont juste parlé? Elle a ouvert son téléphone. Est allée dans les notes vocales. Et a lancé la lecture. J'ai entendu la voix de ma mère en premier. Douce comme du sirop. Comme si elle parlait des rideaux d'une voisine. Freya, ma chérie. On veut juste clarifier les choses. Tu as toujours été si sensible. Si poétique. Tu vois les choses différemment. Ce n'est pas un crime, ma chérie. Puis mon père, plus froid. Mais tu ne comprends pas la pression qu'on subissait. Ta grand-mère n'a pas dormi depuis des semaines. Ensuite Astrid, sèche et sans émotion. Ce n'était jamais pour te faire du mal. C'était une question de justice. Cet argent? Qu'est-ce que toi, tu en aurais fait? Puis ma mère, encore. Là, elle allait toujours détruire cette famille. Peut-être que si Henri l'avait laissé à quelqu'un de meilleur, de plus mature. L'enregistrement s'est arrêté là. Ma main tremblait. J'ai signalé leur visite immédiatement. Les conditions de leur liberté sous caution étaient très claires. Aucun contact. Et ils étaient apparus sans être invités, manipulateurs. Et assez arrogants pour parler librement pendant que Freya enregistrait tout. Même l'agent qui a pris ma déclaration avait l'air contrarié. Cette nuit-là, j'ai fait nos valises. Nous avons déménagé 2 jours plus tard. Pas pour toujours, juste jusqu'au procès. J'ai trouvé une location à court terme dans un quartier calme de la ville. Un endroit avec des murs épais, trop de serrures. Et une vieille voisine trop curieuse qui restait à sa fenêtre. Comme si c'était sa mission divine. Parfait. Freya n'a pas protesté. Elle est juste restée près de moi. Toujours presque silencieuse. Toujours en train de vérifier que les portes étaient bien fermées à clé. J'ai demandé une ordonnance restrictive. Elle a été accordée en 24 heures. Les chefs d'accusation étaient en cours de finalisation. Le parquet préparait un dossier. Puis les interrogatoires ont commencé. La police les a séparés. D'abord mon père. Puis ma mère. Puis Astrid. Puis l'avocat. Un par un. Et un par un, ils ont craqué. Technique classique, dire à chaque suspect. Que les autres ont déjà avoué. Semer un peu de panique. Les regarder s'effondrer. Ma sœur, celle qui se vantait toujours de sa loyauté, a été la première à balancer. Elle a dit que c'était une idée de notre mère. Qu'elle n'avait fait que suivre le mouvement. Ma mère a dit que c'était l'idée de l'avocat. Qu'elle n'avait jamais touché au thé. Que Freya imaginait l'histoire de drogue. Mon père a affirmé qu'il ne savait pas. Qu'il y avait quoi que ce soit dans les boissons. Il a dit qu'il pensait que la pièce verrouillée était un endroit sûr. L'avocat, lui, il s'est complètement effondré. Des emails? Des preuves de virement? Des copies des documents non signés. Même un dossier avec des brouillons imprimés. Y compris un intitulé « Script pour le pire des cas ». J'ai presque admiré leur préparation. Presque. Les chefs d'accusation sont tombés rapidement après ça. Mon père a été accusé de séquestration, de coercition et d'administration de substances sans consentement. Il a été condamné à 6 ans de prison, avec possibilité de libération après 4 ans. Ma mère a été condamnée pour conspiration, en vue de fraude, et pour usage illégal de drogue. Elle a écopé de 4 ans, sans possibilité de libération avant la moitié de la peine. Ma sœur a été accusée de conspiration. Elle a pris 18 mois, dont 9 en prison réelle. L'avocat a été radié du barreau et condamné pour fraude et complicité de séquestration. Il a pris 8 ans, sans possibilité de libération anticipée. Ça ne ressemblait pas à de la vengeance. Ça ressemblait à de l'oxygène.
3 mois plus tard. La succession a été réglée. On nous a appelés dans le bureau d'un avocat. Un vrai avocat. Quelqu'un qui parlait normalement. Et qui ne souriait pas avec mépris aux enfants. Il a remis à Freya une grosse enveloppe. Et a dit doucement. Maintenant, c'est à toi. Le montant sur son compte était plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Plus qu'elle ne s'y attendait. Assez pour payer l'université. La thérapie. Le loyer. Les voyages. Une vie. Un avenir. Elle a pleuré en rentrant à la maison. Pas pour l'argent. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Et elle savait qu'on ne pourrait plus jamais lui prendre quoi que ce soit. Parfois. Je me demande encore. Est-ce que j'ai eu tort? De ne pas m'en rendre compte plus tôt? Aurais-je dû poser plus de questions? Insister plus? Faire confiance à mon instinct. Au lieu de leur sourire poli. Et de leur serviette parfaitement pliée? Parce qu'avec du recul, les signes étaient là. La voix de Freya. Qui devenait plus faible. Son regard. Qui perdait son éclat. La façon dont elle m'a serré un peu trop longtemps ce soir-là. Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai laissé tomber un moment. Mais quand ça comptait. J'ai écouté. Et j'ai appelé. Et peut-être que c'est ça. Le plus important. Maintenant. Elle est en sécurité. Elle guérit. Elle rit à nouveau. Des vrais rires. Pas ceux qu'on force pendant les repas de famille. Pour garder la paix. Moi, j'ai appris que l'amour. Ça ne veut pas dire le silence. Et que la famille. Ça ne veut pas dire pardon sans changement. Alors l'histoire est finie. Que as-tu pensé de cette histoire? Laisse ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et si, pendant le montage du contenu ou de la vidéo, une erreur s'est glissée. Excuse-nous. On fera de notre mieux. Pour corriger chaque problème. Et t'apporter les meilleures histoires. Et maintenant, au revoir et à la prochaine.